Bonsoir tout le monde et puis bienvenue à cette soirée d'information sur le nouveau guide de la gouvernance efficace. Mais on va commencer tranquillement avec les informations de départ. Comme ça va nous permettre de couvrir une partie des choses qu'on veut discuter. Ce soir, on passe une soirée ensemble. On va avoir l'introduction sur le guide de guide de gouvernance efficace. Tout au long de la présentation, je vais vous demander de mettre votre micro en sourdine, si c'est possible, et aussi votre caméra, ou vous pouvez garder votre caméra ouverte si vous voulez, mais surtout votre micro en sourdine. On va passer à travers les présentations des nouveautés dans le guide et vous pourrez, à la fin de la présentation, pour poser des questions, on va avoir une séance de questions qui vont nous permettre de répondre à vos questions s'il y a des choses qu'on n'a pas couvertes ou il y a des affaires qui sont pas claires que vous aimeriez qu'on couvre plus en détail. Encore une fois, bonjour et bonsoir et bienvenue. Vous avez en avant de vous l'écran, l'ordre du jour de la soirée. On va passer à travers les chapitres 1 à 12 du guide de gouvernance pour vous donner les grandes lignes de qu'est-ce qu'il y a dans chacun de ces chapitres-là, mais aussi de vous donner des informations qui ont changé depuis les dernières 4 années parce qu'il s'est passé des choses, comme vous le savez, à plusieurs niveaux, au niveau du gouvernement et on a des nouveautés qui sont intéressantes à connaître et on doit savoir qu'est-ce qui se passe pour être capable de changer les choses dans nos conseils scolaires. Donc, on va passer à travers ça. On a une période de questions et des petites annonces qui vont avoir lieu à la fin. Donc, je vous invite là de passer du temps de relaxer, d'en profiter. Et puis, avant de commencer, j'aimerais peut-être demander à Joanne Lacombe, qui est avec nous ce soir, la présidente du conseil de la FOCSC, si elle voudrait nous dire un petit bonjour. Joanne, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Donc, merci beaucoup, Yves. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je suis bien contente que vous avez pris le temps de participer ce soir. Et je sais que c'est une présentation qu'on a travaillé très fort au niveau des employés à la FOCFC. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui ont travaillé sur la présentation. Et la gouvernance, que ça fait plusieurs années que vous soyez conseiller scolaire ou que vous êtes tout nouveau, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, merci beaucoup encore. Puis, au plaisir de vous revoir en personne bientôt. Et merci beaucoup, Yves, et bonne soirée. Excellent. Merci, Joanne. Donc, le prochain point à l'ordre du jour, c'est vraiment le début et la tournée des chapitres. Donc, on commence avec quelques petites mises en situation avant de faire le tour des chapitres. On commence toujours avec la prière. Et ce soir, je vous invite à lire avec moi la prière. On va prendre un instant pour se recueillir et penser aux gens qui ont besoin de chaleur et d'aide et d'amour dans notre famille, dans notre vie autour de nous. Et le titre de la prière ce soir, c'est « Montre ta foi dans tes œuvres ». Donc, je vous invite à la lire avec moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En toi, Seigneur, nous avons travaillé et nous continuerons à travailler. Sois avec nous alors que nous restons actifs dans nos communautés. Garde dynamique notre foi et laisse-la nous fortifier. Aide-nous à comprendre que par notre travail en toi, nous réussirons. Seigneur, entends notre prière. Amen. Autre chose importante, on aimerait prendre un instant pour reconnaître les terres, la reconnaissance territoriale des terres sur lesquelles on habite et on travaille et on vit. Donc, nous aimerions simplement prendre un moment pour remercier tous les peuples autochtones de nos régions pour le partage de leurs territoires ancestraux. Le bureau de la FOCSC est situé à Toronto. Il est sur le sol des Mississauga de la rivière Credit. Nous reconnaissons ainsi que la partie du territoire de l'île de la Tortue que nous utilisons et qui comporte de multiples traités encore en vigueur aujourd'hui nous permet de jouir chaque jour de toutes les richesses que celle-ci nous offre. Merci. Le prochain point, c'est un mot de bienvenue
Vous retrouverez ce mot de bienvenue dans le guide justement de gouvernance, mais on vous en touche quelques lignes ici. La présentation du guide est un travail d'équipe qui a été fait avec la Corporation des services en éducation de l'Ontario. On utilise généralement l'acronyme CESO ou OISC en anglais. Et les 4 associations de conseils scolaires à travers l'Ontario, donc OPSBA, OCSTA, qui sont les organisations en anglais, la CEPO et la FOCSC. Donc, un travail d'équipe des 4 associations pour arriver à un guide intégré qui est le même guide en anglais qu'en français, avec quelques petites différences en français, mais le guide est en toutes sortes, toute fin pratique, pratiquement la même chose. Il y a 2 versions cette année, donc une version anglophone pour les conseils anglophones catholiques et publics, et une version en français pour les conseils scolaires publics et catholiques aussi. Donc, tout ce qui est ici, le conseil ou les conseils de scolaires de la CEPO ont également le même matériel qu'on travaille dessus nous aussi. C'est toujours important de dire que ce guide se veut un outil de référence, un appareil pour vous qui va simplifier vos recherches, qui va vous aider. Ce n'est pas un texte de loi. Donc, ce qui est écrit ici fait référence souvent à la loi, mais l'avertissement est que c'est un guide dans lequel vous devez vous inspirer, vous devez regarder si on fait référence à des lois. Je vous invite à aller voir plus loin, à lire ces références-là, parce que, évidemment, c'est vraiment la loi qui a primeur sur tout ce qu'on dit dans le guide. Donc, on se décharge que vous utilisiez le guide à titre de référence ou de poursuite ou quoi que ce soit. L'information qui est là se veut la plus responsable et la plus à date possible en date du mois de novembre 2022. Mais après ça, c'est évident que ça change et ça bouge. Donc, soyez toujours à la base. Pensez qu'il y a toujours plus de références qui sont disponibles dans le guide. Ce soir, on va travailler un peu de façon je dirais, interactive, et on va vous demander d'utiliser votre téléphone ou d'utiliser votre téléphone ou votre terminal d'ordinateur pour remplir quelques petits sondages Slido. Donc, si vous avez votre téléphone, je vais vous donner la façon de vous brancher dans 2 secondes, mais on va avoir quelques sondages sur lesquels on vous demande de cliquer et de participer, et ça va nous permettre de voir la tendance de plein de choses. Donc, on commence avec un petit test pour voir si vous êtes réveillé ce soir là, avec Slido. Donc, sur votre téléphone, vous pouvez aller sur votre browser et taper slido.com. Et slido.com va vous donner la possibilité d'entrer le code qui est là, étoile, pas étoile, mais carré 2886981. Ou vous pouvez prendre une photo du code QR qui est là et ça va vous amener directement au sondage Slido qu'on va utiliser tout au cours de la soirée. Donc, je vous laisse 2 instants là, pour vous installer et puis trouver cette information pour votre téléphone. Tout le monde est prêt? Excellent. Donc, on commence avec le premier sondage qui c'est un test. Là. On veut voir si tout le monde est là ce soir. Donc, c'est le premier test de la soirée. La question est, est-ce que vous avez lu le guide version 2018-2022? Les choix de réponse sont, la version imprimée était magnifique. Oui, monsieur, toutes les 175 pages en PDF. J'ai plutôt apprécié la version web. Ou de quel guide de gouvernance on parle au juste? J'attends vos réponses. On a déjà 5 personnes qui ont placé leur réponse, 7 personnes. On va attendre qu'il y en ait 10-12 qui soient rentrés là, pour voir la tendance. Je dis tout de suite, il y a potentiellement 2 bonnes réponses. On a 10 personnes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'entrer leur réponse? Hop, il y en a encore d'autres. Je vous donne un petit instant encore. Donc, les bonnes réponses, c'est que, bon, j'ai plutôt apprécié la version web.
c'est vrai jusqu'à un certain point, mais il n'existait pas de guide web du guide de gouvernance en 2018-2022. La version était seulement disponible en PDF. Oui, elle était sur le web, mais c'était un PDF. Donc, 9% des gens ont eu la bonne réponse, 8% des gens qui ont dit « Oui, monsieur, toutes les 75 pages en PDF », parce que ce guide-là était disponible seulement en PDF, mais effectivement, vous pouviez le télécharger à partir d'un browser web. Quel guide de gouvernance? Mais là, on se rend compte qu'il y a bien des gens qui sont nouveaux et on est content que vous soyez avec nous ici ce soir. Donc, les 33% qui se demandent quel guide de gouvernance on parle, bien là, vous allez savoir de quoi on parle pour la prochaine 4 années. Et la version imprimée était magnifique. Vous êtes chanceux parce qu'on n'a jamais imprimé le guide. Donc, c'est correct. On passe à la prochaine place. Donc, on commence avec le premier point, le premier chapitre, qui est un aperçu du système d'éducation financé par les fonds publics de l'Ontario. Donc, dans ce chapitre 1, le chapitre premier, qui est un chapitre d'introduction, on va parler de tous les différents acteurs du système d'éducation de l'Ontario, du ministère de l'Éducation, les conseils scolaires, les conseillers et conseillères scolaires, les directions de l'éducation, les agents de supervision, les surintendants, les écoles, les directions adjointes. Après ça, tout le personnel enseignant, les travailleurs, travailleuses en éducation, éducatrices, conseil d'école, comité de participation de parents, le public, les organismes communautaires et les organismes du secteur public et privé. Donc, ce premier chapitre-là couvre énormément d'informations et c'est surtout une introduction sur les différents partenaires. Vous allez avoir des définitions sur qui est quoi et qui fait quoi. Donc, je vous inviterai à le lire. Ça va être dans le module numéro 1, justement, de notre guide de formation, de notre programme de formation professionnelle que je vais vous parler un peu plus loin. Ensuite, on passe au chapitre 2, qui est la gouvernance du conseil. Et dans la gouvernance du conseil, eh bien, on parle de plein de choses. On va parler de l'importance d'une gouvernance efficace. Et une gouvernance efficace, c'est quand les rôles et les relations, les paramètres de comportement du conseil et du personnel sont bien définis. Le conseil continue à s'améliorer, la qualité du leadership se fait sentir, le conseil a des stratégies, des objectifs, des missions, une vision claire. Vous êtes capable d'atteindre des nouvelles normes de rendement et vous vous montrez responsable envers le public et envers le ministère, évidemment, de l'Éducation. L'objectif vraiment de prendre des pratiques gagnantes ici, c'est vraiment d'avoir des objectifs et de faire des choses qui vont faire avancer votre conseil scolaire. Donc, prendre des décisions fondées sur des données probantes. C'est très important d'être capable de fonder vos décisions en tant que conseiller scolaire, pas sur des candidatons, mais vraiment sur des données qui vous sont fournies par le personnel, par le conseil scolaire qui a la responsabilité de vous donner les outils, les informations pour que vous puissiez prendre des décisions qui sont basées sur les faits. Auto-évaluer ces pratiques de gouvernance, c'est quelque chose de très important pour mieux réaliser des choses dans le futur. Donc, auto-évaluer ces pratiques, c'est quelque chose que les conseils devraient faire sur une base régulière et vous devriez avoir des processus en cours. Donc, pensez à ça si vous n'avez pas ça. Et établir une approche de gouvernance. Donc, généralement, la plupart des conseils ont des approches de gouvernance bienveillantes ou ont déterminé des approches de gouvernance efficaces, éthiques. Donc, on vous invite à vraiment comprendre l'approche de votre conseil et travailler avec les gens qui sont là pour vous. Là-dessus, j'aimerais prendre juste un instant de votre temps pour vous poser une nouvelle question sur Slido. Donc, je vous invite à prendre votre appareil Slido et répondre à la question suivante, c'est-à-dire, quand on parle de gouvernance efficace en un mot, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quel mot vous vient à l'esprit? Et je vous invite à taper ce mot-là dans votre questionnaire Slido. Là, j'avais pensé de faire jouer la musique de Jeopardy en arrière, là, mais j'avais pas la cassette. Fait que... Donc, je suis pas bien bon là-dessus. On a des mots intéressants comme responsabilité, confiance, organisation, transparence.
qui sont sortis. Vous pouvez réutiliser les mots qui sont là, vous pouvez rajouter les mots qui viennent de vous. Il y a encore des participants qui sont en train de taper des mots, donc on va voir qu'est-ce qui ressort de notre sondage ici aujourd'hui. On a confiance, leadership, transparence qui prend de la place. On a encore des participants là, qui sont en train d'écrire. Responsabilité. On a respect. Oui, monsieur ou madame. On a encore des petits mots qui s'en viennent. On va se donner une petite seconde encore. Collaboration. Honnêteté. Donc, vous voyez plusieurs des mots qui sont ressortis de votre expérience, redavabilité, un dernier qui vient d'apparaître, vision. Donc, il y a plein de mots importants qui sont sortis. Et je vais vous partager maintenant les mots qui sortent de l'exercice qu'on a fait, le même exercice, mais de notre guide, justement, de participation. Donc, les mots qui ressortent beaucoup, c'est leadership, orientation, responsabilisation sont trois des grands mots qui reviennent souvent dans ce travail-là. Prise de décision, surveillance, autorité, avoir un objectif moral, des politiques, des stratégies. Donc, toutes sortes de mots que vous allez retrouver à travers le guide et que vous allez retrouver aussi à travers les formations que vous pourrez compléter aussi dans nos modules de formation. On parle après ça d'un protocole dans le guide pour les questions et les préoccupations. Qui s'occupe de quoi, exemple? Les enseignants en classe s'occupent des activités de classe, les devoirs, les travaux scolaires. C'est là que les questions là-dessus ou les parents devraient être dirigés s'il y a des choses comme ça. Quand c'est des questions qui concernent l'école, la sécurité, les collègues de fonds, les conseils d'école, ça s'en va vers la direction adjointe. Quand c'est plus général, où on parle de décision de suspendre un élève, où on parle de politique ou de matière d'assiduité ou de règles, généralement, ça concerne les surintendances. Et finalement, les problèmes de voisinage, les problèmes concernant l'ordre des réunions des conseils, les politiques, le budget, la négociation collective, c'est quelque chose qui concerne les conseillers scolaires. Et puis cet ordre-là aussi est important, c'est-à-dire enseignant en classe, direction d'école, surintendance, conseiller scolaire. Quand un parent vient vous voir pour un problème, la première question que vous devez poser, c'est « Avez-vous parlé à votre enseignant? » Oui, excellent. Est-ce que vous avez une réponse satisfaisante? Non. Correct. Avez-vous parlé avec la direction d'école? Même chose. Non. Surintendance. Et vous êtes le dernier à avoir le problème. Quand ça se rend à vous, là, ça marche pas. Et il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Donc, ça, c'est un peu le chemin critique pour les discussions, pour les parents et pour les informations qu'on retrouve à travers les conseils scolaires. On passe maintenant au prochain chapitre, qui est le chapitre 3, qui est basé sur les rôles et responsabilités. Et dans celui-là, c'est un chapitre assez important parce que, évidemment, ça définit le caractère de ce que vous devez faire. Et une des pages du guide qui est là maintenant, c'est un conseil efficace. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on a ici une fiche qui comprend une douzaine de responsabilités que je vais vous inviter à lire dans le guide et vous pourrez en discuter entre vous à l'intérieur du conseil, mais connaître votre raison d'être, votre mission, votre vision, rester toujours axé sur la réussite et le bien-être des élèves, fonctionner en tant qu'équipe, prendre des décisions éclairées. Donc, toutes sortes de choses assez importantes dans le guide qui vous disent, ben voici le genre de choses sur lesquelles on tient à ce que les conseillers scolaires focus parce que c'est votre travail et c'est vos responsabilités. Les responsabilités générales du conseil scolaire, en gros, de dire, ben quand on parle des conseils, on parle des tables de conseil, donc votre groupe de décideurs, d'administrateurs scolaires, établir la vision du conseil, promouvoir le rendement des élèves et leur bien-être, attribuer les ressources et veiller à leur gestion efficace, gérer les installations du conseil, promouvoir la prévention de l'intimidation, offrir des programmes d'enseignement efficaces, fournir des services de soutien, veiller à ce que le conseil ait le personnel nécessaire, ça c'est un défi, communiquer avec les intervenants et les intervenantes, maintenir et élaborer des politiques et des directives,
élaborer et assurer le suivi du plan stratégique pluriannuel, embaucher, évaluer la direction de l'éducation, c'est un travail super important pour les conseillers scolaires, et élire la présidence du conseil pour vous représenter. Ça fait partie du rôle de la table du conseil. C'est pas tout ce qui est écrit, mais c'est une partie de tout ce que vous devez faire. Vous avez énormément de responsabilités. Puis, dans le module 5 du programme de perfectionnement professionnel des membres des conseils scolaires, on traite aussi de ce sujet-là et on va vous inviter à faire ce module-là pour justement approfondir plus loin toutes ces questions-là. Ensuite, les responsabilités, mais en tant que membre du conseil scolaire, en tant que conseillère et conseiller scolaire, c'est quoi votre responsabilité? Ben, promouvoir l'éducation publique, puis dans notre cas, promouvoir l'éducation publique catholique de langue française, évidemment. Ici, quand on parle de l'éducation publique, on parle toujours de promouvoir l'éducation payée par les fonds publics. Donc, aider les conseils à s'acquitter de ses fonctions, ses responsabilités telles que définies par la loi. Assister et participer aux réunions du conseil, ça fait partie de votre responsabilité. Consulter les parents, les élèves, les contribuables pour avoir des décisions éclairées puis savoir qu'est-ce qui se passe. Porter à l'attention du conseil les préoccupations de vos contribuables. Soutenir la mise en œuvre des résolutions adoptées au conseil. Vous êtes solidaire des décisions qui se prennent au conseil. Vous devez les supporter et continuer de travailler en équipe. Laisser la gestion quotidienne du conseil à son personnel par l'entremise de sa direction de l'éducation. C'est vraiment la personne qui s'occupe de gérer le jour au jour et vous, de gérer les politiques et de travailler avec le DG ou la DG. Rester axé sur le rendement et le bien-être des élèves, c'est toujours important. Se conformer au code de conduite des conseils, puis accroître vos connaissances et vos compétences grâce à des occasions de formation, comme ce soir. Merci d'être ici ce soir. Ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous. Et puis, c'est la première formation cette année de 3 qu'on va vous offrir avant le congrès. Donc, ça nous fait plaisir d'être avec vous. Notez qu'il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années au niveau de plusieurs politiques. Exemple, en 2001, on a changé la politique d'embauche, les pratiques d'embauche pour les enseignants. Ça a été changé. Ça change la façon que les conseils scolaires font l'embauche des enseignants. On a changé aussi les pratiques d'embauche pour le rôle de la direction de l'éducation. Maintenant, une direction d'éducation n'a pas nécessairement besoin d'être un surintendant provenant du conseil scolaire, et ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui a les compétences, évidemment, pour le faire, qui peut être engagé. Aussi, maintenant, et à chaque 4 ans, au plus tard, le 15 mai de cette année, le 15 mai 2013, vous devrez avoir complété une révision du code de conduite de votre conseil scolaire et vous assurer que tous les conseillers scolaires comprennent le code de conduite de votre conseil. Et on va vous donner aussi des outils pour voir qu'est-ce qui pourrait être ajusté ou modifié dans votre conseil en fonction de votre code de conduite actuel. On passe maintenant au chapitre 4 où on parle des obligations légales. Des obligations légales, eh bien, c'est quelles sont vos redevabilités. Vous avez beaucoup d'obligations, vous avez beaucoup de lois qui vous affectent. Et je vous invite à prendre votre téléphone encore une fois, votre Slido. On a une petite question pour vous. D'après vous, combien de lois affectent la loi sur l'éducation de l'Ontario? Moins de 10, au moins 20, près de 30 ou plus que 40? Combien il y a de lois qui affectent la loi de l'éducation de l'Ontario? Plus que 40 risquent de gagner. On va vous donner un petit instant encore pour laisser la chance à tout le monde. Donc, on a 57% des gens qui ont déterminé que c'était 40 lois et plus. Et c'est effectivement vrai. Il y a plus de 40 lois, en effet, en Ontario qui ont un impact sur la loi de l'éducation, que ce soit pour les relations de travail, les élections municipales, le service à l'enfance, la jeunesse, la petite enfance, l'enfance en difficulté, l'équité salariale, la santé publique, la santé et sécurité au travail, et on en passe beaucoup d'autres. Donc, dans ce chapitre-là,
chapitre 4, vous allez avoir la chance de voir toutes les lois et tout ce qui risque d'impacter vos décisions, parce que des fois, on pense qu'on prend une décision puis c'est une bonne décision, mais vous pensez qu'il y a bien d'autres affaires qui rentrent en ligne de compte dans la loi et qui fait qu'on doit tenir compte de ces facteurs-là pour prendre des bonnes décisions éclairées. Ce qui fait qu'un survol rapide de vos obligations légales, ben, vous avez des responsabilités civiles et politiques, vous avez des normes de prudence à l'égard des élèves que vous devez respecter. Il y a des responsabilités personnelles. Donc, exemple, vous ne pourriez pas être impliqué dans des conflits d'intérêts ou des intérêts personnels. Donc, c'est important de reconnaître votre responsabilité personnelle, ce que vous faites en fonction des activités du conseil. Le respect des obligations, les lois doivent être respectées, le curriculum, on a certaines flexibilités dans tout ça, mais lorsqu'on nous envoie des choses, on doit être capable de les mettre en place, mais on doit aussi être capable de les discuter. Et ça fait partie de votre travail en tant que politicien, de ramener ces choses-là à la table du ministre au besoin et d'avoir des discussions sur des dossiers qui ne font pas l'affaire, parce que dans certains cas, ben c'est juste pas acceptable. Exemple, la bataille qu'on a eue au cours de l'année dernière sur les cours en ligne. Et beaucoup de travail a été fait là-dessus pour justement s'assurer qu'on ait les cours en ligne nécessaires pour nos élèves. Donc, c'est important. Vos obligations au niveau du conseil de soutenir la communauté, les résolutions qui sont prises. La fonction de la présidence. La fonction de la présidence, c'est une obligation légale. Vous devez, la présidence, présider les réunions, préparer l'ordre du jour, partager l'information nécessaire, être le porte-parole du conseil, communiquer les décisions du conseil au DG et vice-versa, et puis exercer un leadership pour faire que votre table est fluide et fonctionne bien. Quelles sont les fonctions de la direction de l'éducation? La direction de l'éducation est votre employé, c'est cette personne-là qui met en œuvre votre vision et les politiques que vous avez mis en place. Donc, ça aussi, c'est important. Confidentialité, protection de la vie privée, une autre série d'obligations légales à ne pas manquer. Il y en a encore d'autres. Les écoles sécuritaires et tolérantes, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les droits de la personne et l'équité. Fonctionnement des conseils d'école, c'est des organismes consultatifs, mais il y a des règles, des obligations à respecter là-dedans aussi. Le comité de participation de parents, le CPP, les conflits d'intérêts et le comité de vérification. Ça fait un survol de quelques obligations légales que vous avez à respecter en tant que conseiller scolaire. Donc, l'importance de son code de conduite, de votre code de conduite et de prévenir la violence, mettre votre code de conduite en application, faire la gestion des conflits d'intérêts et toute une gamme complète de sujets vont être rapportés dans le module numéro 11 du programme de perfectionnement des professionnels qui va vous permettre d'approfondir encore plus en profondeur ces informations-là et le guide, évidemment, va vous donner un bon coup de main là-dessus. La représentation au conseil des membres, les règles pour faire fonctionner ça. Dans ce chapitre numéro 5, la loi sur l'éducation va être couverte. On va parler des élections municipales qui est en vigueur depuis 1996. On va parler des politiques et comment fonctionner à l'intérieur du processus d'élection municipale et scolaire. On va parler aussi, on ne parle pas cette année de ça encore, mais je vous le donne en scoop. Pour le prochain, il va y avoir des changements pour les élections de 2026. Comme vous le savez, les élections en Ontario au niveau municipal et scolaire, c'est géré par les municipalités et chaque municipalité fait son travail. Mais à partir de 2026, donc pour les prochaines élections, ça va être Élections Ontario qui va être le chef d'œuvre des élections municipales. Donc, on va avoir encore des choses à faire avec Impact là-dedans et c'est bien important. Mais Élections Ontario vont être les gens qui vont s'assurer que les élections tournent rondement dans tous nos comtés. D'où le sujet que je parlais, la détermination du nombre de membres élus dans vos conseils. Comme vous le savez, la répartition du nombre de conseillers scolaires dépend de la population de votre région et dépend du nombre de contribuables catholiques francophones dans votre région.
Évidemment, s'il y a moins de contribuables catholiques, il y a d'autres règles aussi, là, mais les contribuables catholiques francophones dans votre région ne sont pas bien identifiés et il y en a moins, vous risquez de perdre des conseillers scolaires. Et ça, c'est super important de vous assurer que tous les électeurs sont enregistrés par Impact, l'organisme qui s'occupe de faire justement les évaluations foncières de l'Ontario. Cet organisme-là doit s'assurer que vos voteurs sont inscrits à la bonne place, vos électeurs. Et si vous n'êtes pas ainsi, sont pas inscrits à la bonne place, bien évidemment, vous n'avez pas assez de gens qui vont voter pour votre conseil scolaire et ça a des impacts aussi loin que de réduire le nombre de conseillers scolaires. Donc, c'est très important, puis on va en reparler à plusieurs reprises. Yves, si tu me le permets, c'est la Société d'évaluation foncière des municipalités. Merci, Joanne. J'ai eu un blanc. Merci C'est bien beaucoup. correct. Donc, on parle aussi des qualités requises pour se faire élire. Donc, votre mandat, quelles sont les règles pour les élections, après les élections, comment on passe à combler les postes vacants. Donc, vous avez diverses règles ici qui sont énoncées et on va vous inviter à regarder ça pour avoir plus d'informations sur ce processus-là. La prochaine fois qu'on se rencontre pour les élections, c'est en 2026, mais on a cette semaine, la semaine qui s'en vient à Toronto, des élections partielles parce qu'il y a un conseiller scolaire catholique qui n'a pas été élu à Toronto. Donc, il y a un conseiller scolaire aussi public qui n'a pas été élu. Et il y avait un conseil deux conseils, je crois, dans le Nord qui ont nommé des conseillers scolaires, nouveaux conseillers scolaires après avoir passé un processus pour combler les postes pour le prochain terme. Donc, ça vous parle de tout ça dans le chapitre numéro 5. Au chapitre numéro 6, on parle vraiment de l'éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Donc, ici, on va faire un petit test encore une fois. Donc, je vous invite à sortir votre Slido et vous préparer à répondre à la question suivante, qui est la question « Combien d'élèves autochtones y a-t-il en Ontario? » Donc, 4 934, 13 773, 46 361, 79 000 ou toutes ces réponses. Bon, ça va être un peu plus difficile à juger là, ici. Là. Bon. Il y a encore des polls qui s'en viennent, peut-être un ou deux encore. Excellent. Ben, écoutez, la bonne réponse, ça dépend de qui vous parlez. C'est toutes ces réponses. Donc, si vous pensez qu'on sait combien il y a des élèves francophones, pas francophones, mais autochtones en Ontario, c'est pas simple. Vous allez voir, je vais vous dire à la page suivante, mais la quantité d'élèves inscrits dans des écoles autochtones, dans des réserves, c'est 13 773. Donc, effectivement, il y a 13 773 élèves dans les écoles autochtones. Il y a 46 361 élèves de déclarés comme autochtones en Ontario, dans nos écoles à travers le réseau. Il y a 79 000 apparemment autochtones de disponibles en Ontario selon Statistique Canada, selon le dernier recensement. Et il y aurait 4 934 élèves dans les programmes spécialisés de soutien aux Autochtones, donc le programme de l'approche réciproque en éducation. Il y aurait 4 934 élèves dans ce programme-là. Donc, toutes sortes de chiffres pour vous donner de l'information que vous retrouverez dans le guide. Et on parle ici aussi des Premières Nations, donc il y a 133 Premières Nations en Ontario et on fait appel dans nos conseils scolaires surtout à l'action numéro 62 et 63 des 94 appels à l'action qui ont été faits, qui concernent vraiment l'éducation autochtone et l'éducation pour les élèves dans les réserves et à l'extérieur. Les Autochtones ont aussi la possibilité d'avoir des conseillers scolaires dans leurs réserves et ça pourrait être aussi dans nos conseils scolaires. Donc, c'est des possibilités qui existent. C'est écrit dans le guide, donc vous allez pouvoir lire ça et approfondir ce sujet-là plus à fond encore.
Vous avez ici les modèles qui sont disponibles pour supporter l'éducation autochtone, donc les ententes sur les services d'éducation, les ESE ou les ARE, les approches réciproques en éducation. Donc, il y a, comme je vous disais, 4934 élèves qui utilisent ça et c'est depuis 2019 pour améliorer l'accès des élèves aux Premières Nations dans nos écoles. Le ERSE, c'est dans les Premières Nations, c'est pas dans nos écoles, dans les communautés. Donc, toutes sortes de façons de livrer les services et d'appuyer l'éducation autochtone à travers d'autres modèles et d'autres services. Puis le module 20 du programme de perfectionnement va vous permettre justement de continuer d'approfondir le sujet de l'éducation autochtone. Au chapitre 7, on passe déjà à parler des réunions du conseil et de ses comités. C'est un chapitre qui n'est pas très long, mais quand même beaucoup de choses à retenir là-dedans. Donc, une première chose importante, c'est, exemple, le type de réunion qui existe pour les réunions de conseil. Donc, à chaque année, il y a une réunion inaugurale ou une réunion d'organisation pour instaurer les choses, placer les affaires pour l'année, déterminer les comités, qui fait quoi, élire votre présidence et votre vice-présidence. Il y a des réunions ordinaires, des réunions extraordinaires, des réunions à huis clos. Il y a des réunions de séances de perfectionnement qui sont des séances de formation. Toutes sortes de réunions qui aussi peuvent avoir cours dans votre conseil qui sont différentes de ce qui est ici, mais ça vous donne une idée de ce qui est possible de faire ou ce qui existe déjà. Dans une réunion, normalement, voici certaines des choses qu'on couvre qui sont importantes. L'ordre du jour, recevoir les délégations, réviser les procès-verbaux. C'est sûr que la présence aux réunions du conseil sont bien importantes. La participation est aussi disponible par les moyens électroniques. Déterminer le quorum. Il y a des règles de procédure qui sont déterminées par chacun des conseils. Ça peut être votre conseil qui a déterminé ses propres règles de procédure. Ça peut être avec une instance, avec une inspiration du Robert's Rule of Order, qui est plus du côté anglophone. Le côté francophone utilise beaucoup le Code Morin comme base pour gérer ça. Gardez en tête une chose importante, le Code Morin, qui est très bon en passant et que je vous invite à consulter et à utiliser, demeure un outil du Québec. Et des fois, il fait référence à des procédures et des lois qui sont en vigueur au Québec, qui ne sont pas nécessairement en vigueur en Ontario. Donc, il faut se poser la question si ce qu'on fait toujours est valable en fonction des lois de l'Ontario également, parce que le Code Morin est vraiment adapté sur une utilisation francophone, oui, mais aussi du Québec. Des mesures d'accessibilité pour tous et d'adaptation pour participer aux rencontres. Puis une chose nouvelle qui est arrivée l'année dernière, c'est la possibilité pour les conseillères et conseillers scolaires de prendre un congé de maternité ou un congé parental de 20 semaines sans perdre son poste ou sans avoir à demander des autorisations spéciales. Donc, une conseillère scolaire, conseiller scolaire peut prendre un congé de parent. Évidemment, c'est bien le fun que tout le monde le dise, là, parce qu'on part pas juste en congé parental ou de maternité sans le dire à personne. Mais vous avez le droit maintenant de faire ça sans que ça affecte votre poste et votre travail. Comme vous le savez, si vous manquez plus de 3 réunions au conseil scolaire d'affilée sans motif valable, vous pourriez avoir des pénalités ou il y a toutes sortes de règles ici à respecter. Mais le congé parental, c'est une nouveauté vraiment intéressante qui est sans nécessité d'autorisation. Puis ça, c'est une nouveauté qui a été apportée il n'y a pas longtemps. Les rôles, qui doit faire quoi? Donc, dans le chapitre 7, on parle du rôle de la présidence pendant les réunions, les responsabilités du secrétaire du conseil, qui souvent sont les directeurs de l'éducation qui sont nommés secrétaires de conseil, ou ils sont secrétaires trésoriers ou trésorières, font les deux postes. Donc, ça dépend des conseils et il y a des variations sur un thème là-dessus. Donc, on explique très clairement dans le chapitre 7 qui fait quoi, quelles sont les responsabilités de tout ce monde-là. Ensuite, les conseils les comités du conseil, donc les comités qui sont permanents, les comités qui sont consultatifs, on passe à travers la liste, on explique qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Les comités spéciaux, les comités externes, les comités qui sont prévus par la loi, vous n'avez pas le choix, ils sont mandatés, ils sont obligatoires.
les audiences d'appel d'une suspension à un élève ou des audiences de renvoi et les comités pléniers qui vous permettent d'avoir des rencontres plus informelles pour discuter des sujets moins structurés dans une rencontre du conseil. Donc, c'est toutes sortes de comités possibles qui existent peut-être dans votre conseil qui peuvent être disponibles en fonction des besoins de chacun des conseils. On continue avec le chapitre 8. Le chapitre 8, c'est un chapitre très important sur l'organisation et la compréhension des programmes éducatifs dans votre conseil. Si vous êtes nouveau dans les gouvernances de conseil scolaire, vous êtes un nouveau conseiller scolaire, vous allez sûrement aimer le chapitre 8 parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont peut-être vous aider à comprendre toutes les subtilités de ce qui se passe dans un conseil scolaire au niveau des cours et de la formation et tout ça. Donc, c'est un chapitre très, très, très important sur justement la promotion et le rendement et le bien-être des élèves. Donc, dans ça, on va parler de plein de sujets, comme vous pouvez le voir ici. Et il y a des sujets qui ont changé ou qui ont eu des nouveautés dans les dernières années, dans les derniers 2 ans, exemple, au niveau du bien-être et la santé mentale des élèves. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'impact à cause de la pénurie. Mais bien, il y a eu des changements, il y a eu plein de choses qui ont été changées dans les programmes aux élèves au niveau du bien-être et la santé mentale. Les curriculums, comme vous le savez, les curriculums sont modifiés de façon régulière au mois de septembre. Je pense qu'on va avoir 3 ou 4 curriculums nouveaux qui vont être mis en place. Ça a été la même chose l'année dernière au mois de septembre où on a mis 2 curriculums en place, nouveaux curriculums. On parle de garde d'enfants, de maternelle, des études élémentaires, secondaires. On parle de l'éducation autochtone dans le curriculum. Comme vous le savez, maintenant, il va y avoir des modules obligatoires d'éducation sur les Autochtones dans le curriculum de l'Ontario pour le secondaire et aussi au primaire, je pense que c'est en 5e ou en 6e année. Donc, tout ça, c'est des changements qui ont été apportés. Partout où vous voyez une petite étoile en avant du sujet ici, ben c'est des sujets qui ont eu des changements dans les dernières années et qui sont indiqués aussi dans le guide. On parle aussi de réussite des élèves, les subventions pour les programmes d'aide, les planifications d'apprentissage, les programmes d'apprentissage par l'expérience, les certificats d'études de l'Ontario, comment ça fonctionne, et aussi la condition d'obtention du diplôme concernant l'apprentissage en ligne. Comme vous le savez, ça aussi, c'est une nouveauté qui date de moins de 2 ans, où les élèves doivent maintenant suivre 2 crédits en ligne pour recevoir leur DESO, pour avoir leur diplôme d'études secondaires. Donc, ça, c'est une nouveauté qui a été faite et c'est des cours qui sont donnés par le CAVELFO, qui est notre organisme de cours en ligne, mais c'est important que nos élèves suivent ça. Ce qui m'amène à vous parler, donc, de la prochaine question sur Slido. Si vous voulez répondre, je pense que c'est un vrai ou faux. Donc, je vous pose la question suivante. D'après vous, tous les élèves qui sont entrés en 9e année en 2020 et 2021, donc ça fait 2 ans, doivent obtenir 2 crédits d'apprentissage en ligne. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, on n'est pas trop sûr si c'est vrai ou c'est faux. C'est bon, ça. Donc, pour répondre à la question, il est vrai que tous les élèves de secondaire qui sont commencé la 9e année en 2020 et après doivent compléter un cours de 2 crédits en ligne ou 2 crédits en ligne pour avoir leur diplôme d'études secondaires. Par contre, c'est faux aussi parce que il y a la possibilité pour les élèves de demander une dispense ou de demander une annulation des cours en ligne et de ne pas être obligé de faire les cours en ligne. C'est sûr que, de façon générale, on demande aux élèves de faire les cours en ligne parce que c'est un bon apprentissage, ça aide à travailler sur la compréhension des cours en ligne et la technologie, mais quelqu'un pourrait demander de ne pas faire des cours en ligne, donc c'est vrai et c'est faux également, parce que c'est pas une obligation totale si c'est demandé à temps, évidemment. Donc, il faut demander une dispense, je pense, dès le début
pour éviter que lorsque les élèves arrivent tous en 12e année puis ils n'ont pas fait leur cours en ligne, là, tout à coup, ils se décident de demander une dispense. Je pense que ça ne marche pas, ça. Mais donc, ça, c'est un processus intéressant qui est expliqué aussi dans le guide. On parle des différents types de cours, les cours théoriques, les cours appliqués, les cours pré-emploi, les cours préuniversitaires, les cours collégiaux, les cours ouverts, les cours élaborés à l'échelon social local et aussi le décloisonnement de la 9e année. Comme vous le savez, depuis l'année dernière, il n'y a plus de filière théorique ou appliquée dans la 9e année maintenant. Toutes les écoles doivent secondaires offrir une 9e année égale ou de même niveau à tous nos élèves. Et ça crée des défis, évidemment, d'intégration, autant du côté des élèves que du personnel enseignant pour qu'on puisse offrir une qualité égale à tout le monde et être capable de supporter également tout le monde. Mais ça, la 9e année, complètement décloisonnée. Et à partir de la 10e année, ben là, on revient avec des filières qui sont un peu plus dirigées vers les cours appliqués et cours théoriques pour ça. Donc, c'est expliqué également dans le guide. D'autres parties du guide aussi. Donc, ici, le plan d'amélioration et d'équité, ce sont des choses qu'on utilise et qu'on met en place pour nos élèves. Les droits de la personne, l'équité et l'éducation inclusive, l'évaluation et la communication du rendement des élèves. Comme vous le savez, on évalue les élèves sur une base régulière. Cette année, on a publié, il n'y a pas longtemps, avant les fêtes, les résultats des tests de l'OQRE. Et vous avez vu des résultats qui étaient assez négatifs ou pas peu positifs, disons, des baisses importantes face à des résultats traditionnels qu'on avait qui étaient très bons. Donc, c'est des résultats négatifs qui sont le résultat, il ne faut pas se le cacher, de 2 années de pandémie et d'apprentissage en ligne et d'apprentissage à l'école et de chamboulement constant. Tout le monde a été plein de bonnes initiatives et d'intentions, mais ça demeure que ça a laissé des marques. Donc, il va y avoir du rattrapage à faire sur cette partie des cours et pour essayer de rattraper certains niveaux d'excellence qu'on avait avant. Par contre, on se console quand on pense qu'on n'est pas les seuls qui ont eu des mauvais résultats. Tous les élèves de l'Ontario ont eu des mauvais résultats dans les tests de l'OQRE et en anglais et en français. On parle de pédagogie sensible adaptée à la culture. Donc, ça fait partie également du chapitre 8 au niveau du contenu qui est là. On parle également de plein d'autres affaires dans le chapitre 8. Exemple, on parle de climat scolaire positif, comment créer un climat scolaire positif, la participation des parents, l'éducation de l'enfance en difficulté, le comité consultatif pour l'enfance en difficulté, le CCED, donc ça aussi. Puis, petit astérix ici, le CCED, juste pour vous dire en passant que tranquillement, il y a un cheminement qui se fait et on a eu une question qui a été posée au ministre de l'Éducation la semaine dernière par Ronald Demers qui était intéressante et qui disait que quand on parle d'enfance en difficulté, c'est rarement positif, que ce soit pour des élèves qui ont des problèmes en classe ou que ce soit aussi des problèmes, pas des problèmes, mais des élèves qui sont en douance. Les élèves en douance sont considérés comme des élèves de l'enfance en difficulté. Donc, on parle tranquillement de changer le modèle d'information ou plutôt que d'appeler ça l'enfance en difficulté, on va appeler ça plutôt de l'enfance des enfants avec besoins particuliers. Donc, c'est la tendance qui se développe tranquillement pour justement essayer d'aller de cette connotation négative-là à une connotation plus positive d'enfants qui ont des besoins particuliers. Donc, on a déjà demandé au ministre de faire le changement. Il faut que ça soit changé dans la loi, là. Mais en tout cas, on a bon espoir. C'est changement terminologique, ça coûte pas cher. Il y a plus de sensibilité à faire ça. Ensuite, il y a aussi dans ce chapitre-là, on parle de l'identification et du placement des élèves en difficulté, qui est le CIPR, qui est un comité pour aider à intégrer les enfants qui ont des problèmes d'intégration ou de respect ou de rester dans nos écoles. On parle d'éducation des adultes, on parle d'éducation permanente, donc toutes sortes de sujets, encore une fois,
qui se retrouvent dans le chapitre 2 des modules de formation qu'on va vous proposer plus tard. Ils vont vous permettre, encore une fois, d'aller plus loin dans votre démarche et de mieux comprendre tous ces sujets-là là-dedans. On change de sujet et on parle du financement de l'éducation. Le financement de l'éducation est le chapitre 9 de notre programme et c'est un chapitre très important parce que sans financement, vous savez, ça nous impacte directement. Donc, on parle dans ce chapitre-là de deux sources, il y a plusieurs sources, là, mais de sources de financement, les subventions pour les besoins des élèves, donc ce qu'on appelle communément les SBE en français, représentent à peu près 90% de tous les besoins de financement pour le fonctionnement des écoles et les subventions pour certaines immobilisations. Après ça, il y a un autre 10% qui vient des fonds pour les priorités et les partenariats. Donc, ça, c'est annoncé aussi par le MEO et les conseils doivent appliquer, demander ces fonds-là en fonction des besoins des élèves. Donc, à peu près 90% des fonds sont des enveloppes de subventions. Il y a facilement plus de 16 enveloppes de subventions différentes qui sont existantes et dont les conseils aussi doivent respecter les enveloppes. Quand vous avez des fonds pour une enveloppe en particulier, ben c'est pour cette enveloppe-là, c'est des fois difficile de transférer d'une enveloppe à l'autre et ça peut créer des problèmes des fois parce qu'on se pose toujours les questions, on a de l'argent ici, pourquoi qu'on l'amène pas là? Il faut trouver des façons de faire ça. Et c'est un peu votre travail de revendiquer ces changements-là si les fonds ne sont pas aux bons endroits. Donc, on parle beaucoup de ça dans le chapitre 9. Et après ça, on parle du fonctionnement. Qu'est-ce que ça veut dire le fonctionnement des classes dans les SBE? Donc, on parle ici de salles de classe, les directions d'école, le fonctionnement des écoles, gestion locale des conseils, l'enfance en difficulté qu'on veut remplacer par un nouveau terme, l'enseignement des langues, l'éducation autochtone, la santé mentale et le bien-être, le soutien aux élèves, le transport des élèves, et maintenant aussi, comme vous le savez, la récupération de l'apprentissage après la COVID. On a vraiment eu, vous le savez, on a parlé tantôt, de la difficulté avec les élèves. Ça a été pas facile, la COVID, pour personne. Et l'idée, c'est qu'il y a un récupérage à faire, une récupération. Ça a commencé avec des programmes de tutorat et autres soutiens. C'est un début, ça va en prendre plus parce qu'il y a encore beaucoup plus de besoins que juste trouver un tuteur qui est pas facile dans beaucoup de régions en français pour aider nos élèves. Donc, il y a beaucoup de récupérations qui doivent être prises en compte par nos enseignants et trouver des solutions créatives d'essayer de mettre les élèves à niveau et de les ramener dans les niveaux où on était précédemment. Au niveau des immobilisations, on parle toujours de projets de construction, on parle de grands travaux de rénovation dans les écoles, d'efficacité énergétique, d'accessibilité aux écoles, des regroupements d'écoles, des locaux temporaires. Ça tombe toujours du côté des immobilisations et on explique dans le chapitre 9 un peu tout ce qui se passe autour de ces différents sujets-là. Donc, c'est toujours une lecture intéressante pour mieux comprendre ce qui se passe là, dans les différents enveloppes budgétaires qui nous sont proposées par le ministère. Question pour vous. Le budget est une tâche des plus importantes qui consiste à définir quel programme et service qu'il faut maintenir, définir quel programme et service qu'il faut améliorer, définir quels fonds disponibles peuvent être réaffectés, définir quelles doivent être les politiques en matière de transport ou toutes ces réponses. Je ne vous ferai pas languir plus longtemps. Oui, toutes ces réponses, effectivement, ces responsabilités-là sont des responsabilités qui vous incombent. Donc, quand on regarde le budget, les conseils scolaires doivent établir un plan financier budgétaire à long terme annuellement pour le fonctionnement équilibré et un plan d'immobilisation à long terme. Ça fait partie des règles importantes que chaque conseil doit faire chaque année. L'établissement du budget est une des tâches les plus importantes des conseils scolaires parce que ça montre l'efficacité, la transparence du conseil élu à titre d'organisme démocratique. C'est un processus vraiment consultatif qui permet au personnel, qui permet au personnel,
Je reviens. Qui permet au personnel des conseils des écoles, au conseil des écoles, aux groupes d'employés, aux membres de la communauté, de donner leur avis sur les priorités et les choix budgétaires. Et ça fait partie de vos responsabilités de tenir des consultations sur les budgets, sur l'allocation des fonds. Et ça, c'est une responsabilité importante qu'on ne réalise pas souvent ou assez souvent dans nos conseils scolaires. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir approfondir dans le module numéro 13 du programme de formation de perfectionnement. Et on va pouvoir en reparler dans les prochaines sessions des exercices qui sont nécessaires à être faits autour du budget dans vos conseils scolaires. Ensuite, on tombe au chapitre 10, dans lequel on parle de négociation collective. Vous savez tous, j'espère, que nous sommes actuellement en négociation collective avec nos syndicats. Et c'est un processus généralement qui se répète à tous les 3 ou 4 ans. Il y a 2 niveaux de négociation collective. Un qui est au central, qui représente généralement toutes les activités financières ou qui ont des impacts financiers sur les conseils, et au niveau local, donc toutes les ententes plus régionales qui sont faites entre les syndicats et les conseils scolaires pour faciliter le travail un peu partout. Il existe 4 associations de conseils, 4 associations scolaires de conseils ou de représentants des conseillers scolaires qui sont les organismes négociateurs. Donc, la FOCSC est un de ces organismes-là. On a une équipe de négociation qui est assise à la table centrale et qui négocie les conventions collectives des employés des 4 syndicats qui sont représentés à nos tables pour s'assurer que c'est fait de façon intégrale avec tous les conseils, que nos 8 conseils ont la même approche, la même information, les mêmes résultats. Donc, on est à la table, on a une équipe qui fonctionne là-dessus pendant les négociations. Et après, une fois que les négociations sont terminées, le travail de l'équipe de négociation, c'est de s'assurer que les conventions collectives sont mises en place et qu'elles sont bien interprétées et mises en place pour les employés. Parce qu'il existe une seule convention collective par syndicat dans les conseils scolaires. Donc, il faut s'assurer que cette convention collective-là, qui touche à nos 8 conseils scolaires, puis souvent aux 4 aussi conseils scolaires du public, font la même interprétation et la même utilisation de ça pour que les employés soient traités de façon égale partout. Donc, ça, c'est notre travail et on s'est expliqué également dans le chapitre 10, comme je vous l'expliquais. On a un tableau ici qui indique, plusieurs tableaux dans le chapitre 10 qui indiquent les tables de négociation, qu'est-ce que ça représente, qui sont les endroits où le personnel syndiqué, qui sont les personnels syndiqués, qui est le personnel non syndiqué. Les modèles de communication, de consultation des associations sont aussi indiqués dans ce chapitre-là où on parle de processus de négociation, les démarches de ratification. Tout ce processus-là est expliqué dans le chapitre 10. Il y a eu peu de changements, c'est encore la même chose. Ça fonctionne depuis 1996, je crois, où on a un processus de négociation collectif qui n'a pas beaucoup changé. Et ça fait partie, encore une fois, dans les modules de formation du chapitre 14 ou le module 14 du programme de perfectionnement où on touche encore là à plus à fond ces informations-là. Il nous amène à parler de l'engagement des parents et des communautés. C'est le chapitre 11. Il y a quelques petites nouveautés dans ce chapitre-là également. Ici, c'est important de parler du rôle de la responsabilité des parents et, vous savez, le triangle qu'on utilise pour illustrer l'engagement. Bon, l'école est un des partenaires, la paroisse est un autre partenaire et finalement la famille est un autre partenaire. Donc, ces 3 partenaires-là travaillent ensemble pour partager les responsabilités et s'assurer du succès des élèves, mais surtout les écoles qui sont performantes et qui sont positives peuvent compter sur l'engagement des parents et des communautés, de leur communauté. Donc, c'est bien important que vous soyez connectés sur ces communautés-là, sur ces parents pour vous aider, pour vous donner de l'information, parce que c'est votre source d'information
principal, vraiment. Pourquoi l'engagement des parents? Ben ça, on le disait, c'est pour justement des avantages pour les informations que vous pouvez avoir en faisant la promotion de l'engagement des parents, des bénéfices pour les élèves. Plus les parents sont engagés, mieux l'école répond aux besoins des élèves. Il y a des politiques de participation de parents. Il faut les reconnaître, les soutenir, les promouvoir, encourager les parents à participer dans les écoles, dans les conseils d'école, proposer des stratégies pour soulever ou supprimer les obstacles, puis aider les parents à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour comprendre comment l'école ontarienne fonctionne, parce que souvent on fait affaire avec des enfants qui viennent du Québec ou qui viennent de l'immigration de d'autres pays, et l'école, ça se passe pas comme ça chez eux, et c'est important d'avoir un processus d'information qui donne aux parents une idée de comment fonctionner à l'intérieur d'une école et qu'est-ce qu'on s'attend d'eux, puis qu'est-ce qu'eux peuvent s'attendre de nous aussi en retour. Également, on parle de l'importance des conseils d'école dans ce chapitre-là. Le chapitre 11, ben, on parle du rôle du conseil d'école qui est d'être consulté par la direction de l'école, de donner leur avis, évidemment, partager des renseignements avec le conseil d'école et vice-versa. Ça va des deux côtés toujours. S'assurer que l'école répond aux besoins locaux et aux valeurs que la diversité et la communauté promouvoient, et fait des consultations avec les parents sur les questions qui sont examinées. Donc, ça, c'est un peu le rôle de la direction et des conseils d'école, un travail d'équipe pour faire des conseils d'école forts, pour aider à édifier les communautés solides. Et ça, en tant que conseiller scolaire, c'est votre source d'information privilégiée. Vous devez savoir qu'est-ce qui se passe dans les écoles de votre communauté. C'est votre conseil d'école qui peut vous renseigner là-dessus. C'est la présidente de votre conseil d'école. C'est les rencontres que vous pouvez avoir avec eux pour jaser des différentes choses de temps en temps. Puis, il y a un guide là, qui est indiqué ici dans le bas à gauche. Un guide à l'intention des membres. C'est un guide pour les conseils d'école, ça existe, c'est en ligne, c'est disponible et on s'en sert pour faire la formation des conseils d'école. Donc, c'est un groupe qui se rapproche beaucoup des besoins de vos écoles, dans vos élèves. On vous invite à être connecté sur ces conseils d'école-là pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe dans votre communauté. Le rôle des comités de participation de parents est expliqué aussi dans le chapitre 11. Il y a des subventions pour créer des activités et promouvoir la participation de la communauté. Et on vous parle de toutes sortes de moyens d'appuyer, de promouvoir l'expression des points de vue des parents de la communauté à travers le CPP, à travers le conseil d'école, à travers vous, aux besoins, dépendamment des besoins qui sont exprimés dans les communautés et qui peuvent être des besoins qui se retrouvent dans toutes les écoles également. Finalement, on vous invite à participer, à travailler avec le public, établir des liens dans la communauté, croire que votre implication dans les conseils d'école, c'est important. Vous faites preuve de responsabilité en le faisant. Vous faites preuve de transparence en les écoutant et en livrant certains messages du conseil scolaire aux besoins. Quand vous rencontrez les conseils d'école, vous n'allez pas faire un conseil de conseil scolaire. Vous allez écouter ce que votre conseil d'école a à vous raconter. Vous allez voir pour comprendre les besoins de la communauté. Parce que si vous sortez pas dans la communauté, vous n'êtes pas branché dans la communauté, comment pouvez-vous représenter la communauté? Et ça, c'est un besoin important. Donc, organiser des rencontres, organiser des discussions, n'ayez pas peur de jaser avec les gens, mais gardez toujours en tête que vous allez là pour apprendre des choses, vous allez pas là en tant que conseiller scolaire pour gérer la réunion, pour livrer des messages, vous allez là pour écouter leurs besoins et voir si ces besoins-là peuvent être reflétés à l'extérieur de l'école. Est-ce que l'école peut répondre à ces besoins-là? Excellent, bravo, tout le monde est heureux, ça va super bien, on se mêle pas de rien d'autre. Mais si ça nécessite des investissements ou des actions au niveau du conseil, c'est bon que vous le sachiez parce que vous ne pouvez pas le ramener à la table si vous ne le savez pas. Ça. Donc, le module 9 dans le programme de perfectionnement va vous permettre de pousser plus loin votre compréhension des enjeux et on va vous inviter tantôt à
embarquer dans ces modules-là pour justement pousser votre réflexion plus loin. Ce qui nous amène au dernier chapitre, communication avec les relations avec les médias. On a les médias sociaux, les médias en général, c'est définitivement quelque chose avec lequel on n'a pas le choix de vivre. Ils sont là, ils sont dans notre face, ils existent, ils sont locaux, régionaux, provincial, national, ils sont internationaux. Donc, les médias sont là et on doit vivre avec. Ça fait partie du travail de politiciens de dealer avec la communication et les médias. Et il y a des principes qui sont importants, qui sont expliqués dans le chapitre 12. Qu'est-ce que vous devriez faire lorsque vous parlez avec des médias? Ben, vous devez avoir une certaine préparation. Il y a toujours des éléments de confidentialité avec lesquels vous ne pouvez pas parler. Il y a de la confiance du public qui est importante à gérer. Vous devez répondre aux besoins de vos commettants, vos électeurs, qui est les préoccupations des familles. Ça fait partie, ça, de votre travail. Dans chaque conseil scolaire, comme vous le savez, la présidence, c'est le porte-parole de votre conseil scolaire. Quand il y a des sujets importants, provinciaux ou locaux, ou pas locaux, mais régionaux, qui sont à l'échelle du conseil scolaire, votre présidence va toujours prendre la parole et doit prendre la parole. C'est cette personne-là qui est entraînée pour faire ces choses-là. Mais ça ne vous empêche pas de parler avec des médias locaux sur des sujets particuliers d'intérêt, de parler sur des choses qui touchent vos écoles. Vous êtes un politicien local. Vous devriez connaître, vous devriez avoir comme ami le maire de votre municipalité. Vous devez connaître cette personne-là. Vous devez connaître des politiciens locaux qui sont dans votre région pour être capable d'avoir un impact sur ces gens-là, parce que c'est important d'avoir l'impact sur le plus de gens possible et non pas juste sur le ministre de l'Éducation. Ça, c'est pas facile de faire changer les choses juste à ce niveau-là. Mais si tous les politiciens amènent le même message au ministre de l'Éducation, ben c'est comme ça qu'on réussit à changer des choses tranquillement. Et on doit avoir un plan pour faire ça. Et on travaille justement pour vous préparer des choses, pour vous appuyer dans ces processus-là. Les médias sociaux, vous savez, il y en a beaucoup. Le module 18 du programme de perfectionnement va vous parler des divers médias sociaux et qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont et tout ça. Et moi, j'ai le goût de vous poser la question suivante. Vous, dans votre travail de conseiller scolaire, quels médias sociaux est-ce que vous utilisez? 2 médias sociaux, vous avez le choix, vous pouvez en choisir 2. Quels médias sociaux fonctionnent le mieux pour vous? Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok, ou je n'utilise aucun média social. Ça commence à rentrer les réponses. On voit que Facebook est très populaire. Un peu de Twitter, un peu d'Instagram. Allez, gênez-vous pas. Certaines personnes n'utilisent pas les médias sociaux. Pinterest. On fait le tour, là, on touche à tous les médias sociaux. Là. J'attends TikTok, là, qui est le dernier qu'on n'a pas eu. Donc, de façon générale, Facebook est l'outil le plus utilisé par les conseils scolaires, par vous également. Chaque conseil scolaire ou chaque école a créé un réseau Facebook pour rejoindre ses parents. C'est l'outil qu'on a utilisé. C'est vraiment efficace. Ça fonctionne bien. Facebook en mode, en mode libre, c'est pas toujours nécessairement le meilleur outil de communication et de posting, mais une chose est importante, c'est sûr que Facebook, comme outil pour rejoindre les parents rapidement à travers l'école, c'est facile. Donc, l'école envoie un message à travers leur compte Facebook, tout le monde le reçoit. Bang, c'est l'outil de communication et c'est plus rapide souvent que les courriels pour des messages généraux. Donc, c'est quelque chose d'important que vous devez connaître et que vous devez aussi apprendre à maîtriser pour pouvoir les utiliser pour vos communications. Une chose importante, par contre, si vous utilisez Facebook, vous utilisez Twitter, Instagram ou n'importe quel autre réseau social en tant que conseiller scolaire, je vous invite toujours à penser à créer un compte conseiller scolaire et non pas votre compte personnel. Utilisez pas votre Facebook personnel pour partager des affaires sur
avec les parents ou avec les choses. Ça ne les concerne pas. C'est pas votre Facebook personnel. Vous êtes un politicien, vous êtes une figure publique. Ils veulent. C'est sûr que c'est le fun de savoir votre vie privée, là, mais c'est pas ça l'objectif. Votre objectif, c'est d'avoir des communications et des messages d'information aller-retour avec les gens qui sont sur les médias sociaux. Donc, créez-vous un compte séparé qui s'appelle conseiller scolaire de ma région et ça c'est votre compte et vous vous connectez sur vos gens là-dessus, puis vous continuez de faire votre petite vie sur votre compte personnel et ça évite beaucoup de problèmes sur tous les médias sociaux. On approche de la fin. Donc, la prochaine diapo parle de justement comment travailler avec les médias et ça aussi on retrouve ça dans le chapitre 12 au niveau de proposer des sujets aux médias. Exemple, vous avez besoin de construire une école dans votre région et personne ne vous écoute. De proposer ou de faire une petite lettre et d'envoyer ça aux médias régionaux. Des fois, ça aide à ouvrir certaines portes. Ayez pas peur de répondre aux médias en fonction d'un plan de communication. Puis chaque conseil scolaire, chacun de vos conseils scolaires a un département des communications. Servez-vous de ces gens-là pour vous faire donner des messages clés. La FOCSC va aussi vous fournir dans ces formations des outils et des façons d'approcher les politiciens et d'avoir des messages clés pour votre conseil, pour livrer des messages de façon efficace et propre, qui veut dire qu'ils vont pas créer de problème. Donc, gênez-vous pas de lire la partie de travail avec les médias et vous pourrez aussi participer à notre formation au mois de mars qui va vous permettre justement d'approfondir ça avec une trousse de démarchage qu'on est en train de mettre en place pour vous au mois de mars. Et le chapitre 18 du programme de formation, perfectionnement, va vous donner aussi plus de détails sur comment travailler avec les médias et tout ça. Ça couvre le tout des 12 chapitres du guide de gouvernance. Je sais qu'on a fait ça vite, on a passé à travers plein de choses, mais vous allez avoir la chance d'approfondir ça plus à fond parce que la prochaine étape, c'est vraiment vous qui allez travailler plus à fond là-dessus. Après les 12 chapitres, on a également ajouté 5 annexes super importantes qu'on a revisées cette année en fonction des autres années précédentes. On a la première annexe qui donne les coordonnées des associations, des conseils scolaires, des associations provinciales et des partenaires qu'on travaille avec. La deuxième parle des dispositions constitutionnelles sur les droits à l'éducation. Donc, on parle ici de l'article 23, de l'article 93 de la Constitution qui protège les droits des francophones à une éducation catholique de langue française en Ontario. C'est un droit constitutionnel, ça. C'est pas juste un choix qu'on fait comme ça, c'est protégé par des lois et c'est expliqué clairement à l'annexe B. À l'annexe C, vous avez l'historique de l'Ontario, l'éducation de langue française en Ontario. Et là-dessus, je vous donne un petit heads-up. L'historique de l'éducation de langue française en Ontario retourne jusqu'en, je pense, c'est 1746 ou quelque chose comme ça. Ça retourne bien loin là, en arrière. Et ça vient jusqu'en 2023. Mais cet historique-là a été fait pour être acceptable autant pour les conseils scolaires publics que les conseils scolaires catholiques. Donc, on traite de points importants de l'éducation de langue française en Ontario et pas de tous les événements catholiques qui ont eu lieu en Ontario. Et ça, cet historique-là de l'éducation catholique de langue française en Ontario, on va vous l'envoyer. Ça va être disponible sur notre site web je pense qu'on a une semaine ou deux, là, on est en train de finaliser ça. Ça va être disponible sur notre site web. Vous allez avoir l'éducation catholique de langue française en Ontario. Donc, vous allez avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de détails sur l'éducation catholique en Ontario et pas juste l'éducation de langue française. C'est bien important. Ensuite, l'index D montre une carte des conseils scolaires et des conseils scolaires avec des descriptions, tout ça, et un glossaire. Pour les nouveaux, le glossaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Glossaire et acronyme. Il y a tellement d'acronymes qu'on utilise en éducation que des fois, on ne sait pas de quoi on parle.
le glossaire et les acronymes vont vous donner une liste de plus de 200 acronymes différents qui sont là. Donc, ça va vous aider à vous retrouver dans tout ça et de mieux comprendre la terminologie qui existe dans les conseils scolaires puis dans l'éducation. Puis, la chose la plus importante qu'on a réalisée cette année, puis on en est bien fiers, c'est que le guide en français, évidemment, est le guide en français pour les deux conseils, pour les deux systèmes scolaires, publics et catholiques. Mais toutes les annexes qui sont ici ont été traduites et font partie du guide anglophone. Et c'est la première fois en 25 ans que les anglophones voient qu'il y a des dispositions constitutionnelles pour l'éducation en français en Ontario. C'est la première fois que les anglophones voient l'historique de l'éducation de langue française en Ontario. Et les cartes de conseils scolaires pour comprendre que nos conseils scolaires, là, ils sont pas petits de même, ils sont gros de même. Et c'est pas aussi simple que leurs conseils, des fois, même si eux ont plus d'élèves. Donc, ça, on est très heureux d'avoir ça dans les deux guides, en français et en anglais, parce que pour nous, ça nous permet de faire un peu plus d'éducation du côté anglophone et de mieux comprendre pour eux notre façon de fonctionner dans les conseils scolaires. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les prochaines étapes, on vous invite à venir chercher votre guide. Donc, le guide de la gouvernance efficace est maintenant disponible. Il est sur notre site web en format PDF. Vous pouvez le télécharger. C'est un guide de 200 pages au total. Donc, vous avez des informations là-dedans. Le guide est disponible sur notre site web. Vous pouvez le télécharger dès maintenant, dès ce soir. Je vous montrerai sur le site web là, dans 2 secondes où vous pouvez le télécharger si vous voulez attendre 2 secondes. Et puis, on va pouvoir vous montrer ça. Vous pourrez dès maintenant, commencer à le lire, l'approfondir, regarder les contenus, étudier vos responsabilités, avoir des questions, poser des questions à l'intérieur de votre conseil scolaire, avoir des discussions d'éclaircissement, c'est correct avec vos pairs. Et surtout, n'oubliez pas de participer à notre prochaine session de formation qui vont vous aider encore plus à comprendre qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce beau matériel-là. Et pour ça, on approche ici et on vous amène dans le « Apprenez et gagnez ». On veut que vous participiez au programme de perfectionnement professionnel des membres des conseils scolaires. C'est fait spécialement pour vous. À travers le guide de 200 pages qu'on vient de vous donner, il y a plein de modules, comme je vous dis, qu'on a déterminés, mais justement, la Corporation des services en éducation de l'Ontario a créé 21 modules de formation qui traitent en profondeur tous les sujets qu'on a discutés ce soir. Et vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, vous pouvez vous certifier. Et si vous complétez votre certification avant le 31 mars 2023, c'est-à-dire dans moins de 10 semaines, vous recevrez un cadeau 25e anniversaire en signe de reconnaissance de votre engagement. Donc, c'est vraiment une chance importante, puis on vous demande de participer en grand nombre. Les modules, vous avez ici le lien, puis on va vous l'envoyer par courriel, le module conseiller scolaire Ontario. Vous allez recevoir ça par courriel, puis aussi vous allez recevoir la présentation où elle va être disponible, la présentation ce soir qu'on a présentée en PDF. Donc, les diapositives qu'on vous a présentées ce soir vont toutes être sur le site web avec l'enregistrement de notre session. Donc, vous pourrez télécharger le PDF si vous voulez, vous pourrez réécouter la session si vous voulez. Tout ça, ça va être disponible, mais surtout participer au programme de formation des conseillers scolaires pour gagner un beau prix. Le programme ressemble à ça ici. Donc, vous avez, quand vous vous inscrivez sur ce site-là, module conseiller scolaire Ontario, vous avez arrivé à la première page, ça va vous dire programme de perfectionnement professionnel des membres des conseils scolaires. Ça, c'est vous. Les 21 modules sont là. Et quand vous cliquez sur la petite barre grise en bas ici, ça vous permet de vous inscrire. Et une fois que vous êtes inscrit, une fois que vous avez complété le 21e chapitre, vous avez la certification, vous allez recevoir votre certification, donc un certificat d'excellence d'avoir complété les 21 modules. Et la chance, c'est pas une chance, et vous allez recevoir un cadeau. Donc, on vous offre de recevoir un cadeau, la FOCSC, si vous complétez
votre formation avant le 31 mars 2023. Vous recevrez au choix un cadeau de la FOCSC, un magnifique polo brodé avec les insignes du 25e anniversaire dans une couleur de Bourgogne ou dans une couleur de gris, ou également une veste sans manches, super chaude et pratique pour toutes les saisons, aussi aux couleurs du 25e anniversaire. Vous pouvez voir, je porte ce soir ici le logo de la FOCSC, magnifique polo de haute qualité, des qualités, des valeurs vraiment importantes de plus de 75 $ pour ces affaires-là. Dès que vous avez complété votre formation, les 21 modules, vous nous faites parvenir votre certification. Nous, on va vous suivre aussi et ça va nous permettre de vous accompagner aussi dans ce processus-là. Mais ce n'est pas tout. Il y a plus. On a également le défi à Claudette. Je ne sais pas si vous connaissez Claudette Gleason. Elle est la présidente du conseil scolaire des aurores boréales. Elle vous met au défi. Elle dit que le conseil scolaire de district catholique des aurores boréales vous met au défi d'avoir un meilleur taux de certification que celui qu'ils auront. Fait qu'elles, eux autres, ils ont décidé là, que c'était pour être les meilleurs et ils vont gagner le trophée qui est là, ici à côté, qui est le bol, qui va être la coupe du savoir qui va être remis lors du congrès au mois de mai. Donc, Claudette a déjà commencé à chauffer ses troupes et je vous dis que ça participe aux formations. Mais aussi, inscrivez-vous et faites vraiment votre module, vos modules de formation. Ça va vous permettre justement de participer au défi, d'avoir un chandail gratuit de la FOCSC. On va tout être habillé en polo au mois de mai de la FOCSC. Ça va faire des belles photos. Et c'est un trophée qui va être remis lors du congrès et ils vont pouvoir se péter les bretelles comme étant le conseil ayant le meilleur taux de succès et de connaissances à travers l'Ontario, imaginez. Donc, Claudette a des gros espoirs. Nous, on va monitorer ça, là, fait embarquer dans la chose. Et les gens qui se posent la question, combien de temps ça prend à faire un programme de perfectionnement professionnel? Parce qu'évidemment, c'est un investissement. On a calculé que ça prend à peu près 30 minutes peut-être par module. Donc, au total, au grand total, une dizaine d'heures à consacrer à ce programme de fonctionnement-là. C'est moins que ça, là, mais si vous allez pas vite, puis vous lisez, puis vous passez à travers tout ça, à peu près 10 heures de formation pour mériter votre certification, on veut ça, et aussi pour essayer de battre le Conseil des aurores boréales, parce que eux autres, ils vont jouer ça fort, là. Ils s'en viennent avec des flûtes, des trompettes, des clarinettes, là. Ils sont prêts à glacer tout le monde là-dessus, là. C'est vraiment épeurant. Donc, c'est vraiment le fun là, de voir ça, ce qui s'en vient avec ça. Et si vous avez des questions, ben gênez-vous pas, parce que nous, on est là justement pour votre prochain rendez-vous. Au mois de février, le 16 février, on va revenir en ligne avec vous. Le 16 février, c'est un jeudi à midi encore, à 19h, pour voir où vous êtes rendu dans votre programme de perfectionnement. Donc, déjà, on va avoir passer presque 4 semaines. On veut voir où les gens sont rendus, s'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien, s'il y a d'autres personnes qui doivent s'inscrire. On va les aider à s'inscrire. On va leur passer rapidement en vue le programme de 21 modules pour qu'ils comprennent dans quoi ils s'embarquent. La lecture, évidemment, du guide qu'on vous donne aujourd'hui de gouvernance efficace. Mais donc, le 16 février, c'est notre prochain rendez-vous à midi et à 19h. Et on vous invite encore une fois à vous inscrire sur le site d'inscription de la FOCSC. On prend 2 petites secondes pour remercier nos grands commanditaires. On est toujours heureux qu'ils soient avec nous. C'est les commanditaires platine de cette année, ceux qui nous donnent le plus de sous. Le groupe Média TFO, Fasken Avocat et le Collège Glendon, qui sont nos 3 principaux. On en a beaucoup d'autres. On a une autre quinzaine de commanditaires qui sont là aussi, mais on ne pouvait pas toutes les mettre ici ce soir. Ce qui nous amène à la prochaine diapositive qui... Attends, je vais vous montrer avant où est le guide. Je vais juste décrocher ma page une seconde ici, je vais revenir. Et puis, je vous montre sur le site web de la FOCSC. Je vais repartager mon écran.
Donc, ici, sur le site web de la FOCSC, vous allez voir l'écran ici quand vous vous présentez. Donc, vous voyez le site de la FOCSC. Si vous allez sur le site web et vous descendez un peu dans la section de la source, vous voyez ici qu'il y a un nouvel article ou un nouveau post qui a été fait sur le guide de gouvernance 2022-26. Vous allez ici, vous allez avoir certaines informations et vous allez pouvoir télécharger le guide à partir de cet endroit-là. Vous pouvez aussi le faire à partir de la section ressources. Donc, dans la section ressources, ici, vous avez le guide de gouvernance et vous cliquez sur guide de gouvernance et vous allez arriver à votre beau guide de gouvernance qui a 200 pages en couleur PDF et avec des centaines de liens interactifs pour vous amener vers toutes sortes de choses. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et finalement, si vous allez sur la section ressources du site web de la FOCSC, lorsque vous entrez dans la section formation, ben, vous allez être redirigé vers notre page de formation et là, vous avez un lien pour vous inscrire à une gouvernance efficace pour les conseils scolaires. Donc, vous commencez les 21 modules, vous cliquez ici, ça va vous amener à la page que je vous ai montrée tantôt et ça va vous permettre de vous inscrire pour participer justement à ce modèle, à ces modules de formation-là qui sont vraiment, vraiment, vraiment intéressants pour les conseillers scolaires. Donc, je retourne à ma présentation. On est là. Donc, on est dans la présentation, on est de retour. Oui. Donc, après Fasken, la prochaine partie, c'est période de questions. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, ça va nous faire plaisir. Il nous reste un autre petit sondage à faire tout de suite après la période de questions. Donc, partez pas, s'il vous plaît. Et puis, ça va nous faire plaisir de prendre vos questions et de voir comment on peut mieux répondre. Donc, je vais arrêter le partage pour mieux vous voir. Et j'ai eu une question, je pense qu'il y a Angèle Desbiens, puis il y a Marcelin aussi après. Donc, Angèle, si tu veux y aller. Oui, bonsoir, Monsieur Lévesque. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais juste une question au début, quand on a fait le sondage sur le montant d'élèves autochtones ou de Premières Nations dans nos écoles. J'étais juste curieuse parce que je travaille en analyse de données. Où on a fait cette collection de données? Est-ce que c'est au moment où un élève se fait enregistrer à une école? C'est une déclaration? Est-ce que c'est là où on a fait la collection de ces informations? J'aimerais pouvoir te répondre. Ce sont les chiffres qui nous ont été fournis par le ministère au niveau de ces choses-là. Donc, ça dépend de la définition qui a été donnée. Donc, les gens qui se sont déclarés comme autochtones dans nos écoles, au moment où ils ont fait le sondage, il y en avait comme 43 000 quelque chose. Les élèves autochtones, je pense que c'est de ce nombre-là que tu parles, toi? C'est ça. Donc, c'est le nombre qui nous a été donné par le ministère de l'Éducation. C'est le nombre qu'eux, ils ont. Si vous avez des nombres différents, là, ça va me faire plaisir d'en parler avec vous parce que justement, l'accès aux données sont très difficiles. Comme on vous montrait dans le tableau, on dit qu'il y a comme 43 000 élèves identifiés, mais selon Statistique Canada et le recensement, eux, ils disent que c'est plus comme 79 000 que 43 000. Donc, c'est quoi le nombre? On ne sait pas. Puis on gagnerait à en savoir plus si vous avez plus de détails là-dessus. C'est ça. Puis l'autre côté aussi, ça serait bon de savoir aussi le montant d'élèves au niveau de chaque conseil. Non seulement tous les conseils scolaires francophones catholiques, Ouais. mais ce serait intéressant d'avoir ces données-là aussi au niveau de chaque conseil. Ouais. Merci. Pas de problème. Mais c'est sûr que pour arriver à un total, ils ont posé la question à tout le monde, donc ils devaient savoir combien il y en a par conseil. On peut avoir ces informations-là éventuellement, là, c'est sûr. Chaque conseil devrait le savoir. C'est pas une information qu'on demande à nos conseils, mais c'est quelque chose on peut pousser plus loin. Marcelin, vous aviez la main levée. Merci, M. Lévesque. Ça a été une présentation très brillante et très informative, surtout pour nous autres qui nous retrouvons pour la première fois à la table du conseil. J'espère que tout le monde entend bien. Oui, mais en tout cas, moi, je t'entends bien. Merci. Oui, la première question, c'est une question peut-être d'éclaircissement par rapport au programme de perfectionnement dont vous venez de parler.
lorsqu'on s'y inscrit, chacun gère le temps comme il le peut, ou lorsque vous vous inscrivez, il y a un temps limite au-delà duquel vous pouvez parler. Non, Ça serait… c'est à votre Oui. rythme. OK, Donc, d'accord. les gens s'inscrivent. Vous pouvez suivre les modules dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez suivre les modules n'importe comment, Selon votre convenance. Okay. selon votre Le plus programme important. et selon votre temps disponible. Et au début de chaque module, ça dit ce module va prendre en moyenne 15 minutes, 20 minutes. Exemple, le chapitre 8 est plus long. Le chapitre 8 prend plus de temps. Il y en a d'autres qui sont moins longs, mais vous y allez à votre rythme. Et lorsque vous avez terminé les 21 modules, ben là, vous pouvez passer à l'étape suivante de demander votre certification. OK. Parce qu'il y a un quiz à la fin de chaque module. Absolument. Absolument. OK. Merci pour ça. Et la deuxième question que j'allais poser, c'est celle relative aux statistiques ou à l'établissement de l'effectif des contribuables francophones catholiques. Je ne sais pas si vous avez des informations sur la méthodologie qui est utilisée par rapport à cela. J'ai suivi, si j'ai bien compris, c'est la Société des évaluations foncières des municipalités, comme dirait Madame je pense, à ce propos. Parce que la raison pour laquelle je pose la question, moi-même, j'étais désagréablement surpris, je dirais même estomaqué, de réaliser que beaucoup, notamment pendant les élections dernières, beaucoup des familles dont les enfants se retrouvent dans nos écoles, mais ne sont pas répertoriés comme contribuables francophones catholiques. Ouais. Et ils sont par défaut mis comme contribuables anglophones. Public. Alors, je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus. C'est une situation que nous devons irréversiblement changer. Alors, je ne sais pas si vous avez des éléments, des pistes, comment nous pouvons nous y prendre parce que ce n'est pas normal que les enfants sont dans une école et les parents sont répertoriés comme contribuables de notre système. C'est ça, c'est le manque à gagner pour nous aussi. Je ne sais pas si vous avez des éléments, des pistes de réponse. Il faut noter, Marcelin, qu'il n'y a pas de manque à gagner. On ne perd pas d'argent, on ne perd jamais d'argent parce que ça fonctionne avec les élèves. Donc, si les élèves sont inscrits dans ton école, ça t'amène de l'argent. S'ils sont inscrits dans un autre conseil, ça va dans l'autre conseil. Mais ça a un impact à deux niveaux. Ça a un impact sur le nombre de conseillers scolaires dans votre région en fonction du nombre d'électeurs qui sont répertoriés dans la bonne catégorie. Ça, c'est le premier impact. Et le deuxième impact, c'est vraiment lorsque vous allez aux élections et toi, tu es inscrit par défaut comme public anglophone, ben si tu ne fais pas le changement aux élections, tu vas recevoir le bulletin de vote public anglophone et tu vas être considéré comme un anglais francophone, un anglais public, et tu vas avoir les informations de ces personnes-là. L'outil encore plus, comment je pourrais dire, dévastateur de ça, c'est que les municipalités à travers tout l'Ontario se servent des données d'impact pour justement déterminer combien il y a de personnes qui sont catholiques francophones, catholiques publics, anglophones, whatever, à travers l'Ontario. Et ces données-là sont faussement dirigées vers le public anglophone. Donc, on fait des efforts, on travaille très, très près avec Impact pour essayer de faire changer les choses. Et surtout, lorsque je vais avoir besoin d'aide et un comité d'action pour brasser la cage, je vais t'appeler. Oh, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Cool. Prochaine question, José. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, j'entame déjà un deuxième terme, un deuxième mandat. J'ai été réélue justement en octobre dernier. J'avais juste une petite question parce que j'ai vu beaucoup de choses aussi à travers les années. Je sais que les gens sont de plus en plus occupés. On a moins le temps pour participer à des rencontres ou des réunions. Lors de nos rencontres publiques de conseil, avant, on voyait beaucoup de joueurs dans l'auditoire qui participaient. Là, on est juste vraiment la table politique puis l'équipe de fonctionnement qui sont présents à nos réunions du conseil.
Puis je trouve que c'est un manque. Tu sais, comme on aimerait voir des gens, tu sais, lors de nos séances publiques. Je sais que dans les municipalités, ils ont commencé comme le live streaming des réunions, tu sais, publiques, tu sais, et puis c'est juste comment est-ce qu'on, tu sais, oui, il y a les faits saillants, il y a le site web, mais là encore, ne sachant pas, tu sais, là, on a des ouvertures d'écoles, des fermetures, tu sais, des gros sujets à discuter, puis on voudrait aller sonder ou juste informer, que ce soit nos parents, tu sais, nos partenaires, puis ils sont pas présents lors de nos réunions, tu sais, de conseil. Ouais. Alors, je trouve que c'est comme, on est là, puis on est juste comme, c'est comme n'importe quelle rencontre, mais tu sais, on prend beaucoup de notre temps, notre engagement est là, mais tu sais, des fois, on voudrait avoir cette présence-là, puis comment est-ce qu'on peut, tu sais, les revoir ou les impliquer ou qu'ils soient plus informés. Je sais qu'on a nos médias sociaux ou d'autres choses, mais tu sais, oui, c'est très politique, ça l'intéresse pas tout le monde. Mais, tu sais, à un moment donné, on avait des gens lors des séances publiques, nos rencontres publiques, puis, tu sais, là, comme je dis, il y a la table politique, l'équipe de la haute direction, nos surintendants, puis l'équipe de fonctionnement, mais on voit plus personne du public présent lors de nos rencontres. Alors, que ce soit des parents, on fait même des présentations maintenant d'école qui est un ajout, là, à chaque rencontre de conseil, on a une école qui présente qui nous valorise un sujet ou on les valorise, on les invite, mais c'est juste, on n'a plus de représentation. C'est sûr que la COVID n'a pas aidé les choses. Non, il y a ça, là, je suis d'accord. Le fait de fermer les conseils scolaires pendant 2 ans, pas de les fermer, mais de travailler plus ou moins en vase clos pendant 2 ans, ça décroche bien du monde. Je vous cacherai pas, j'ai été conseiller scolaire moi-même pendant 8 ans et puis il y avait toujours 3 personnes dans nos rencontres du conseil, là. C'était toujours les 3 mêmes. C'était rare qu'il y avait plus de monde dans la salle. Ça arrive. Mais ça fait partie de notre implication communautaire. Si on a des sujets, des choses qui touchent la communauté, ben on doit inviter ces gens-là. Les organismes communautaires sont des partenaires qui font partie de notre réseau. On les invite pas assez souvent à participer à ces choses-là, mais il faut aussi leur donner des forums de participation parce que c'est beau de dire on les invite, mais s'ils sont assis dans la salle pour vous écouter passer à travers un ordre du jour, puis il n'y a aucune interaction, c'est pas intéressant pour eux non plus. Je peux comprendre ça. Donc, il faut trouver des façons de rendre ça plus intéressant et trouver des façons d'inviter des partenaires pour faire quelque chose, des projets, des choses qui sont intéressantes et qui risquent d'avoir des impacts dans la communauté. Mais ça sous-entend que toi, José, en tant que conseillère scolaire, il va falloir que tu ailles dans ta communauté et tu dises à 3 personnes, 2, 3 organismes, « Hey, les amis, là, conseil scolaire ce soir, j'aimerais ça vous voir. Venez faire un tour, on a des choses intéressantes à jaser. » Chacun de vous fait ça, il y a 20 personnes dans la salle. Mais on ne fait pas ces choses-là. On doit prendre ça ne demande pas souvent des gros efforts, mais ça demande des efforts. Mais après ça, il faut que ça soit intéressant pour tout le monde aussi. S'ils sont là juste pour vous voir jaser, ils vont rester et ils vont le faire par web. Mais s'ils ont une chance de contribuer d'une façon quelconque, d'avoir avant le conseil une session de networking, c'est possible. Après le conseil, une session de networking, de discuter avec les élus, ben c'est correct ça aussi. C'est des choses qu'on peut faire, qui sont disponibles. C'est pas tout couler dans le ciment. Il faut trouver des façons ingénieuses de ramener le monde, parce qu'il faut ramener le monde. Ça, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Prochaine question, M. Tessier. Luc. Bonsoir tout le monde. Je suis au Nouvelle-Ontario, même conseil que José, qui vient de vous adresser la parole, mais dans une communauté un peu plus éloignée, à 300 km au nord-ouest de Sudbury, donc à Chapleau. Et puis, il y a quelques petits points qui m'ont, je ne sais pas, chatouillé, disons, un petit peu ce soir. C'est bon ça. D'abord, dans le chapitre 3, un peu plus loin aussi, quand vous avez mentionné que notre rôle, c'est de consulter les parents, les élèves, les rencontrer. On a le droit d'avoir des discussions avec eux et avec les présidences des CEC, et ainsi de suite. Établir des liens dans la communauté, organiser des rencontres, aller chercher le pouls, et ainsi de suite. Je trouve ça excellent. Ça fait 22 ans que je suis dans cette communauté-ci, puis jamais que j'ai vu les prédécesseurs conseillers scolaires aller chercher le pouls. Mais comment est-ce qu'on s'y prend alors? Et puis, si c'est dans nos lois, moi, je pensais que c'était peut-être un peu plus
opération, on ne va pas là. Mais je trouve ça intéressant que vous le dites, là. Alors, je vais promouvoir mon rôle de cette façon-là aussi. Puis j'ai encouragé mes collègues aussi de faire la même chose dans leur région respective. Il faut garder en tête une chose, puis Joanne va compléter ma pensée. Gardez en tête que vous êtes un élu provincial, vous êtes un politicien. Vous ne pouvez pas faire de la politique dans votre sous-sol. Ça ne marche pas, ça. Absolument. Exactement. Donc, il y a des façons de faire ça, là. On ne parle pas de renverser le monde, mais vous devez rencontrer vos constituants pour savoir qu'est-ce qui se brasse chez vous. Si vous ne faites pas ça, moi, je me pose toujours la question, comment est-ce que tu peux être assis autour d'une table de conseil, voter sur des enjeux, puis tu ne sais pas ce qui se passe? Ça ne marche juste pas, là, en ce qui me concerne. Joanne, je te laisse aller là-dessus. Oui, merci. Donc, très bonne question. C'est toujours une question qui me fait poser par plusieurs conseillers scolaires, savoir comment est-ce que je peux m'impliquer puis vraiment rencontrer les gens. Juste pour vous donner un exemple, au sein de mon conseil, donc je suis présidente du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est à Ottawa. Et une chose que l'on fait au début de chaque année scolaire, il y a une lettre qui est envoyée avec la signature de chacun des conseillers dans chacun de leur secteur des écoles au conseil d'école en leur disant « Bonjour, je m'appelle Joanne Lacombe, je suis votre représentante, je suis votre conseillère scolaire pour votre école, votre secteur. Je suis disponible à participer à une de vos rencontres de conseil d'école. » Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Je vais visiter mes conseils d'école au moins 1 à 2 fois par année. Je suis toujours accompagnée par l'administration, donc la surintendance responsable de l'école, parce que je veux cette personne-là avec moi s'il y a des questions plus administratives. Mais de cette manière-là, je peux me présenter, leur dire qui je suis, qu'est-ce que je fais, c'est quoi un conseiller scolaire, c'est quoi notre rôle, puis ensuite, ça nous donne la chance d'établir ces communications-là. Ça, c'est un exemple. L'autre façon aussi, on se fait inviter et on demande à notre conseil scolaire de nous tenir au courant lorsqu'il y a des événements dans nos écoles aussi, le barbecue de fin d'année, des choses comme ça, que tu peux participer comme conseiller scolaire, puis encore là, ça te donne la chance de voir les parents et les gens de votre communauté. Donc, des idées que je peux vous partager comme telles. Puis un autre truc aussi, c'est, en ce qui me concerne, je ne sais pas combien d'écoles tu as, Luc, dans ton coin, mais si tu as 3 écoles, dans ton téléphone intelligent, tu devrais avoir le numéro de téléphone des 3 présidentes de conseil de ton école, de tes écoles, pour au moins être capable de leur poser des questions à eux quand il y a des enjeux qui touchent le conseil et ta région, pour dire « Hey, on veut faire ça au conseil scolaire, ça fait-tu du sens, là, tu sais? Puis y a-tu quelque chose qui fait du sens là-dedans? » Ou je veux dire, il y a plusieurs façons de rencontrer les gens, puis je sais que ça se disait dans les conseils scolaires. Vous n'avez pas le droit d'aller dans les écoles, vous n'avez pas le droit de jaser avec les conseils d'école. Écoute, vous êtes conseiller scolaire, vous êtes un politicien, vous avez le droit d'aller dans les écoles, mais vous n'êtes pas le boss des écoles. Le boss des écoles, c'est la direction de l'école. C'est elle qui est en charge. Puis son boss à elle, c'est son superviseur, sa surintendante. Puis après ça, c'est le directeur de l'éducation. Vous êtes le boss des parents. Vous pouvez parler aux parents. Mais vous ne pouvez pas parler aux parents si vous ne les rencontrez pas, là. Donc, ça fait partie du processus. Donc, oui, c'est il y a beaucoup de comment je dirais, de réserves qui ont été faites dans les conseils parce que c'est facile de sauter de l'autre côté de la clôture puis de prendre le contrôle puis de dire « Hey, moi, je suis conseiller scolaire, là, toi, là, tu vas travailler pour moi. » Mais c'est pas ça, là. On n'est pas là-dedans. On n'est pas dans la gestion du conseil. On est dans les relations avec la population. C'est ça notre travail. C'est ça votre travail. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Puis je suis certain que je vais en apprendre davantage dans les modules et puis aux futures formations. Puis ça, c'est des discussions à amener à la table, puis à jaser avec, pas pendant un conseil parce que c'est difficile, c'est structuré, mais d'avoir des réunions informelles, puis de discuter. Écoutez, moi, je vais passer à travers le guide, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut qu'on se parle, là. Puis ça peut être informel, vous ramassez votre monde, vous jasez de ça, puis c'est comme ça que ça progresse. Super. Merci beaucoup. Super, merci. Bonne question, excellente question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Luc, toujours la main levée ou c'est une vieille main? C'est bon, ça? D'accord. Pour notre dernière question de la soirée, la plus importante, vraiment, là, pour nous, c'est la question la plus fondamentale de la soirée. C'est la suivante.
comment avez-vous apprécié la présentation ce soir? Donc, vous tapez 1 pour « j'ai pas aimé ça pantoute », 3 pour « ouais, ça pourrait être mieux » et 5 que vous êtes excessivement satisfait, vous avez eu une bonne soirée, ça n'a pas été 2 heures de perdu de mon temps. Donc, à date, je suis très content, c'est une bonne présentation. Donc, merci beaucoup. Continuez, s'il vous plaît. Gênez-vous pas de mettre votre score. Ça nous fait plaisir. Des 4, des 5, ça réchauffe le cœur et c'est positif pour nous. Excellent. Qui nous amène à vous parler de la dernière partie. Donc, pour nous joindre, gênez-vous pas, vous avez mes informations ici, on va vous les envoyer par courriel, vous les avez probablement déjà aussi reçues. Si vous avez des questions, vous pouvez revenir ici et notre vidéo va être disponible sur le site web aussi pour l'écouter si vous voulez plus d'informations ou revenir sur des choses auxquelles on a discuté. Là-dessus, moi, ça fait le tour de ce que j'avais. Yves, excuse-moi, Marcelin a écrit sa question. Ah, c'est bon ça. Donc, je peux couper le remerciement. On va aller voir Marcelin. Nouvelle question. Pouvons-nous participer aux réunions des conseils de nos écoles? Oui, on peut participer à titre d'observateur. Vous pouvez vous faire inviter par vos conseils d'école. Joanne en a parlé. Je pense que tu veux refaire le tour là-dessus, Joanne. Oui, bien, juste rapidement. Oui, vous pouvez participer, mais il faut être invité. On ne peut pas juste arriver sans être invité. C'est quand même leur rencontre à eux. Donc, si vous êtes invité, vous pouvez y aller. Puis, probablement, il y a des sections à un moment donné qui vont vous dire, bien là, il faut quitter parce qu'eux aussi ont des discussions à huis clos, dépendant des choses qui se passent dans leur école. Mais, comme je vous ai dit tantôt, moi, je participe au moins 1 à 2 fois par année à des rencontres de conseil d'école. Puis, c'est vraiment... il apprécie beaucoup parce qu'il nous voit que on est des êtres humains comme tout le monde. Et puis en même temps, ça nous donne une autre perspective. Alors, je vous encourage de le faire puis de vous faire inviter pour y participer. Oui. Et puis, gênez-vous pas si vous avez d'autres questions, vous n'êtes pas sûr. C'est toujours important de faire ça sur une base volontaire. Vous n'allez pas là pour vous imposer, vous allez là pour écouter, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et vous êtes invités, puis ils sont intéressés de vous voir, ils veulent savoir, ils vous ont élu. Ils sont probablement le seul politicien qu'ils connaissent et qui peuvent toucher facilement. Donc, gênez-vous pas de vous présenter à eux et de participer à leur rencontre. Donc là-dessus, moi, c'est pas mal tout. On a fait le tour. Joanne, je ne sais pas si tu veux donner un mot de la fin vu que tu es là. Oui, bien merci. Non, bien merci pour la présentation. Donc, encore une fois, merci de votre temps. Je sais qu'on est toujours très occupés, mais pour avoir fait la formation il y a plusieurs années, parce que moi, je suis dans mon 4e mandat comme conseillère scolaire, oui, il y a beaucoup de changements, mais c'est toujours bon de le refaire. Donc, j'ai bien hâte de le commencer. Je vais le faire avant le 31 mars parce que moi aussi, j'en veux un gilet et je vais lancer le défi aussi à tous les autres conseils scolaires là, pour qu'on puisse battre. On va aller sûrement recevoir des courriels ou des tweets de la part de Claudette qui va dire « Hey, nous, on a 80%, on a 85%, on est rendu là. » Donc, ça va être gênant. Là. Je vous invite à embarquer dans le mouvement. Alors, merci beaucoup tout le monde. Ben, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir et puis à la prochaine. Rappelez-vous que le 16 février, on va être là pour vous jaser encore, puis vous supporter et continuer sur le programme de formation. Puis entre-temps, si vous avez des questions, envoyez-nous des courriels. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Au revoir.